Alors, j'enlève mon masque une fois et puis je le remets, comme ça vous voyez qui je suis. Bien, eh bien, bonjour à tous, que vous soyez, tous et toutes, que vous soyez présents ici physiquement ou virtuellement derrière la petite caméra de l'ordinateur ici. Je vais faire un exposé en deux parties qui sont certainement pas parfaitement équilibrées. L'une qui va parler un petit peu du rapport du GIEC qui a été publié cet été. Je vais aussi me reposer sur quelques éléments de rapport du GIEC antérieur, notamment le rapport du GIEC sur un réchauffement global de 1,5 degré qui a été publié il y a 3 ans. Et puis la deuxième partie, qui sera probablement un petit peu plus longue que la première, vu l'actualité, sera liée à la COP26 et je vais essayer au passage, puisque c'est ce qu'on m'a demandé en me proposant ce titre, de faire le lien, certains liens entre les deux. Alors, je sais que le temps va passer très vite, je sais que j'ai sans doute, comme d'habitude, trop de diapositives qui seront toutes à votre disposition après, en format comprimé, parce que le fichier de départ, il est très gros. Et donc, je vais commencer par deux résumés. Je vais faire un petit peu comme au GIEC. Je vais faire deux résumés extrêmement brefs. Ce sera un petit peu le résumé pour les décideurs. Et puis, il y aura des éléments qui sont intermédiaires. Ça correspond à ce que dans le jargon du GIEC, on appelle le résumé technique. Et puis, pour autant qu'il reste du temps, je pense qu'il restera du temps, on parcourira au moins une partie d'éléments plus détaillés que j'ai ensuite, mais on n'arrivera sans doute pas jusqu'au bout, parce qu'il est évidemment important de laisser le temps au dialogue, aux commentaires, aux questions-réponses, etc. Alors, je commence, comme annoncé, par mes résumés, et je vais résumer un petit peu le contenu de l'ensemble des rapports du GIEC jusqu'au dernier, publié le 9 août de cette année, avec ces 10 mots qui ont été proposés par un collègue. It's real, le réchauffement est bien là, il devient visible, ses conséquences deviennent particulièrement visibles de multiples manières dans le monde. Que ce soit des mesures qui le montrent ou que ce soit des événements particuliers, comme par exemple ceux qu'on a connus cet été. Les deux mots suivants, c'est « it's us ». C'est la question de ce qu'on appelle l'attribution dans le jargon du GIEC. On peut attribuer ces changements climatiques à l'activité humaine dans une très large mesure, en tout cas depuis le milieu du XXe siècle. En tout cas, bien sûr, au cours de l'histoire de la Terre, d'autres facteurs ont joué, mais maintenant et depuis 70 ans à peu près, clairement, l'activité humaine domine les autres facteurs. Les deux mots suivants, c'est « experts agree ». Il y a un très large consensus sur justement cette attribution aux activités humaines et sur la compréhension de la dynamique des changements climatiques. Et ce consensus a largement été reflété, pour ne pas dire en partie, en tout cas construit, grâce aux travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, IPCC en anglais, qui a été fondé par les Nations Unies en 1988. Les deux mots suivants, c'est « it's bad ». Les impacts commencent à être sérieux, ils commencent à être très douloureux, aussi bien pour des personnes que pour des écosystèmes. On l'a vu chez nous cet été, mais on le voit dans bien d'autres régions du monde presque chaque semaine. Encore les inondations au Canada la semaine dernière, la sécheresse à Madagascar avec la famine qui l'accompagne. Enfin, il y a toute une série de conséquences qui deviennent de plus en plus clairement préoccupantes. Et les deux derniers mots sont peut-être les plus importants dans cette époque où on parle beaucoup d'éco-anxiété de tous les côtés. There is hope. Il y a de l'espoir, non pas de faire disparaître les changements climatiques, bien sûr, mais en tout cas de les maîtriser dans une certaine mesure, parce que nous avons
et c'est pas moi qui ai écrit ceci, nous n'avons pas seulement la technologie, je dirais plutôt nous avons les connaissances nécessaires, nous avons aussi la technologie en partie pour éviter au moins les pires impacts des changements climatiques. Alors, je vous avais promis une deuxième dia de résumé à propos du contenu de cette conférence. Voilà, c'est un petit peu abrupt. C'est un dessin de Pierre Kroll déjà d'il y a quelques années, et puisque le titre était la lecture du rapport du GIEC, eh bien vous voyez le rapport du GIEC qui flotte là en petits morceaux sur le... Bon, c'est évidemment caricatural. On va dépasser cette analyse un petit peu superficielle, mais c'est vrai qu'on peut comprendre de l'extérieur parfois que les négociations climatiques ressemble à cette conversation qui a été aussi comparée récemment par Greta à du blabla. Et le 15 novembre, et c'est un petit article dans le journal Métro que j'ai copié ici, le journal en question a justement titré avec un point d'interrogation « La COP26 plus que du blabla » et je vais essayer de répondre au moins en partie à cette question avec ces quelques réflexions sur la COP26 avant d'entrer plus en détail sur certains aspects scientifiques qui relèvent du rapport publié cet été. Je ne vais évidemment pas pouvoir rentrer dans tous les détails, et certains aspects plus concrets, plus précis, qui touchent à la COP26 ensuite. Alors d'abord, quelques réflexions sur la COP26. Elle a accouché, je pense, d'un ensemble de décisions qui vont aider à la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est un pas dans la bonne direction. En fait, chaque COP a été, à mon avis, en tout cas, un pas dans la bonne direction. Ce sont des pas qui sont trop petits, donc c'est très insuffisant, mais je crois aussi que c'est bien plus que du blabla. Alors, on a suffisamment, je pense, et j'insisterai aussi, parce que c'est tout à fait justifié, attirer l'attention sur les insuffisances du processus lié à la Convention sur les changements climatiques et à l'accord de Paris qui s'inscrit dans le cadre de cette convention. On sait bien que telles que les décisions ont été prises jusqu'à présent au niveau des COP et au niveau surtout des pays qui mettent en œuvre ou pas les politiques climatiques nécessaires, l'ensemble de tout cela est insuffisant pour même limiter, arrêter l'évolution du réchauffement et de tout ce qui l'accompagne. Bien d'accord, je pense que c'est bien connu, et donc je voudrais insister sur peut-être quelques points positifs importants tout de même associés à cette COP. Le premier, c'est qu'il y a, et ce n'est pas si anodin que cela, une reconnaissance plus nette que lors des dernières réunions au niveau de la COP de l'urgence de l'action. Vous savez, quand le GIEC a publié ces deux rapports spéciaux, l'un sur l'océan et la cryosphère en 2019, c'est jamais qu'il y a 2 ans, ou la même année son rapport spécial sur les changements climatiques et les terres, tout ce qui concerne les terres, l'agriculture, la désertification, le déboisement, etc., eh bien, il y a eu des batailles homériques lors de la COP en question pour refuser finalement que l'on utilise le simple mot la COP accueille favorablement les rapports du GIEC. A été refusé. Eh bien ici, pas du tout, et quelque part c'est un progrès. Il y a des mots extrêmement aimables quelque part par rapport au rapport du GIEC. J'ai pas eu le temps de faire une dia spécifique à propos des mots utilisés, mais le mot accueil, welcome est utilisé, et il y a au-delà de ça une reconnaissance tout à fait explicite de toute une série d'éléments importants du dernier rapport du GIEC et même du rapport spécial 1,5 degré qui n'avait pas non plus, quand il avait été publié en 2018, été accueilli favorablement. Et donc, je vois ça comme une évolution assez positive quant à la reconnaissance du rôle de la science et des travaux du GIEC dans le travail des COP. Deuxièmement, vous allez me dire ça ne change rien à la réalité, et
je suis d'accord avec vous, je l'ai dit, je crois que le caractère insuffisant des décisions prises lors des COP est suffisamment connu, mais il y a une reconnaissance très claire dans ce qu'on a appelé le pacte de Glasgow, qui est la décision 1 CP26, comme on l'appelle dans le jargon, qui est la décision cadre issue de la COP, celle qui fait l'objet des plus longues négociations et qui a été finalisée le dernier jour après ce qui devait être la dernière nuit. Il y a une reconnaissance de l'énorme fossé entre les plans actuels et ce qui serait nécessaire pour respecter les objectifs en termes de température à ne pas dépasser qui sont contenus dans l'accord de Paris, soit rester bien en dessous de 2 degrés et a fortiori rester en dessous d'1,5 degré. Et il y a, et je crois que c'est très important, et ceux qui étaient à la conférence de Laurence Toubiana à la veille de notre départ pour la COP l'ont entendu expliquer ici à Louvain-la-Neuve, au Socrate, à quel point elle pensait que ce point-là était très important et qu'elle allait se battre pour ce point-là. Il y a une décision qui appelle tous les pays à accroître leur niveau d'ambition, non pas seulement tous les 5 ans, ce qui était le principe acquis dans l'accord de Paris, mais annuellement dans la mesure du possible. C'est très important parce que c'est une multiplication par 5 des possibilités en termes de rythme de révision du niveau d'ambition. Hein, c'est très important. Ça a l'air d'être anodin, mais en fait c'est très important. Et je crois que Laurence Toubiana, elle sait ce qu'elle dit. Troisième point, l'ensemble de ce qu'on appelle le Paris Rule Book, le livre des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, a été obtenu. Vous savez peut-être qu'à la COP 24, la présidence polonaise essayait de se targuer d'avoir réussi à finaliser le livre des règles. C'était pas du tout vrai, en fait, parce qu'il y avait des chapitres très importants qui n'avaient pas pu être finalisés et qui n'ont pas pu être finalisés non plus à la COP 25 à Madrid, sous présidence chilienne, il y a 2 ans. C'était notamment le chapitre concernant les marchés du carbone et la possibilité de lier des marchés du carbone régionaux comme celui que nous avons en Europe à d'autres marchés dans le monde, comme par exemple celui qui est en train de se mettre en place en Chine pour le moment, avec un respect évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, de principes clés d'intégrité environnementale. Hein. Il est évident que certains pays, par exemple, auraient bien voulu que l'on compte comme une réduction d'émissions, une réduction d'émissions dans le cadre d'un marché du carbone, aussi bien chez l'acheteur du quota que chez celui qui le vendait, ce qui n'a évidemment aucun sens, parce que c'est du double comptage. Hein, et donc ça, c'est quelque chose qui a par exemple pu être évité dans les décisions qui ont été prises à la COP26 et dans la finalisation des règles concernant les marchés du carbone. Les principes essentiels, en tout cas, autour de l'intégrité environnementale de ces marchés ont été respectés. 4e point, il y a un appel dont vous avez certainement entendu parler, puisque beaucoup de médias se sont focalisés sur ce seul point-là à la fin de la COP, alors qu'en fait, c'était 3 mots dans une phrase, dans un texte beaucoup plus long. Il y a un appel à réduire, toujours dans cette décision 1 CP26, l'usage du charbon et à éliminer progressivement les subsides aux énergies fossiles. Alors, le mot qui a changé au dernier moment, c'est éliminer, qui a été remplacé par réduire en ce qui concerne le charbon, mais tout de même, je crois que ce qu'on retiendra, c'est que pour la première fois dans un texte de la COP, après plus de 25 ans de COP, il y a un combustible fossile particulier qui est mentionné dans une décision comme celle-là, à ce niveau-là. Le charbon, c'est vrai qu'il y a d'autres combustibles fossiles que celui-là, mais c'est le plus sale en termes de CO2 et aussi en termes de pollution de l'air. Et donc, c'est un progrès significatif. Et je pense qu'on va davantage retenir qu'on vise le charbon
que retenir le mot qu'il y a avant charbon, que ce soit réduire ou éliminer. Donc je pense que les jours du charbon sont probablement comptés parce que symboliquement, dans ce texte, on parle de l'importance de réduire l'usage du charbon dans les années qui viennent. Il y a aussi un début de réponse, et je suis parfaitement conscient que c'est insuffisant par rapport aux demandes, par rapport aux revendications des pays vulnérables qui subissent aujourd'hui des dommages, qui commencent à subir des dommages importants des changements climatiques et qui demandent depuis longtemps une compensation de la part des pays développés qui sont responsables des changements climatiques. Et si ces demandes n'ont pas été satisfaites tout à fait, loin de là, je vous montrerai les détails si on a le temps d'y arriver, il y a tout de même des progrès importants qui ont été faits dans la direction de ce que les pays vulnérables demandaient. Il y a enfin des promesses. Évidemment, il faudra voir si elles sont respectées, mais je pense que des promesses, c'est tout de même plus que du blabla, d'augmentation des budgets consacrés au financement des actions climatiques des pays en développement, avec une augmentation qui a été décidée de la part consacrée à l'adaptation. C'était une revendication des pays en développement. Vous savez peut-être que dans les budgets qui sont disponibles actuellement au niveau international pour l'action climatique dans les pays en développement, les 3/4 de l'argent disponible sont en fait réservés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y a pas, contrairement à l'appel à ce qu'il y ait un équilibre moitié-moitié entre les budgets pour l'adaptation et pour ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire les réductions d'émissions, il n'y a pas jusqu'à présent d'équilibre entre les deux, et il y a un appel au contraire dans la décision de Glasgow à ce qu'on aille vers cette parité à laquelle l'accord de Paris appelait en fait. Je signale au passage que la Wallonie est le gouvernement wallon est le gouvernement du seul autre pays que l'Écosse, qui est une des nations qui constitue le Royaume-Uni, qui a décidé de faire une contribution spécifique pour un fonds destiné à compenser les pertes et préjudices. Et même si ce geste est symbolique, parce qu'1 million d'euros, c'est évidemment à l'échelle internationale pas grand-chose, je peux vous dire que c'est un geste qui a été très apprécié par un certain nombre de délégués de pays en développement. Donc, évidemment, l'ensemble des textes adoptés à Glasgow ne diminue pas d'un coup de baguette magique les émissions de gaz à effet de serre, mais crée tout de même un cadre, des signaux qui sont de plus en plus clairs vers l'importance de la décarbonation au niveau des gouvernements, au niveau des acteurs économiques, au niveau des citoyens. Et ce qui reste maintenant, évidemment, c'est à concrétiser tout ça et à traduire cela en réalité. Alors, comme annoncé, voilà, j'ai terminé mon résumé technique en quelque sorte, mon résumé intermédiaire. Je voudrais entrer un petit peu plus, aborder un petit peu plus certains éléments scientifiques sur la base principalement du rapport du GIEC, en particulier celui du groupe 1 du GIEC. Vous savez peut-être que le GIEC est divisé en 3 groupes de travail. Le premier sur la climatologie, les processus physiques, les sciences naturelles qui sont à l'œuvre. Le deuxième sur les impacts et l'adaptation. Le troisième sur l'atténuation. Alors d'abord, je voudrais rappeler un élément de contexte important qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le GIEC a dû être constitué il y a un peu plus de 30 ans. C'est que les efforts des lobbies, principalement les lobbies des combustibles fossiles, mais aussi tous ceux qui dépendent de l'usage des combustibles fossiles, sont très importants. Donc c'est un papier publié dans une revue à comité de lecture en 2014, donc les chiffres seraient sans doute différents aujourd'hui, mais c'est tout de même significatif, qui a montré qu'entre 2003 et 2010, il y avait à peu près $1 milliard par an, un petit peu moins d'$1 milliard par an, qui étaient mis à la disposition des semeurs de désinformation par les lobbies fossiles en matière de désinformation en matière climatique. Donc ça, c'est le contexte dans lequel le GIEC travaille, et
Le GIEC a pour mission de fournir aux décideurs à tous les niveaux, mais en particulier les décideurs politiques, une source objective d'information à propos des trois dimensions, des trois domaines qui sont couverts par les trois groupes de travail que j'ai évoqués il y a un instant. Alors le premier rappel que je voudrais faire, c'est que nous utilisons en fait l'atmosphère comme une grande poubelle dans laquelle nous injectons chaque année une quarantaine de milliards de tonnes de CO2 notamment, et aussi bien d'autres millions de tonnes d'autres gaz à effet de serre. Et ce faisant, nous épaississons en fait la couverture isolante autour de la Terre. C'est un petit peu comme si on rajoutait des couches d'isolant thermique autour de la Terre. Chaque année, on rajoute un petit peu, et donc forcément, en dessous, puisque le réchauffement se fait par la base de l'atmosphère, il fait de plus en plus chaud en dessous de cette couche isolante qui devient trop épaisse. Et cette comparaison avec une couche isolante permet, je pense, de comprendre sans aucun modèle climatique compliqué pourquoi, si on veut arrêter le réchauffement à un moment donné, si on veut le stabiliser, qu'il n'aille pas au-delà d'un certain niveau, quel que soit ce niveau, eh bien, il faut arrêter d'épaissir cette couche isolante. C'est comme si vous avez froid en hiver, vous mettez une couche, vous en mettez deux éventuellement, mais une fois que vous en mettez trop, ben, vous avez trop chaud. Et donc, il faut à un moment donné arrêter d'ajouter des couches isolantes, sinon on finit par étouffer. Or, c'est ça qui se passe. Si on regarde l'évolution depuis 1850, sur la gauche, vous avez la concentration en CO2, vous avez les mois de l'année autour du cercle, mais peu importe, ce qui compte, c'est le mouvement général. Il y a assez peu de variations d'un mois à l'autre, en tout cas à cette échelle-ci. On voit qu'on est passé de 280 millionièmes, les parties par million, à un peu plus de 410, on est presque à 415 aujourd'hui, une augmentation de pratiquement 50% depuis la révolution industrielle, et on voit à quel point la température, c'est le diagramme de droite, a augmenté au cours de la même période par rapport à une référence qui correspond à la fin du 19e siècle. Elle a augmenté de 1,1 degré et les deux sont bien corrélés. Les deux étant corrélés, ça ne prouve évidemment pas que l'un est la cause de l'autre, mais je peux vous dire que les climatologues travaillent depuis plus de 50 ans sur la preuve du lien entre l'un et l'autre, et que d'ailleurs ce travail a été symboliquement récompensé par le prix Nobel de physique cette année-ci, donné à deux climatologues éminents, représentant en quelque sorte la communauté des modélisateurs et de ceux qui travaillent sur l'attribution des changements climatiques à l'activité humaine. Alors ce n'est évidemment pas seulement la moyenne qui augmente, c'est aussi les événements extrêmes. Le nombre de jours extrêmement chauds augmente depuis le milieu du XXe siècle. Le nombre d'événements avec des pluies très intenses, parce qu'une atmosphère plus chaude est plus riche en vapeur d'eau, et donc quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve, il peut pleuvoir plus fort, n'ont pas cessé d'augmenter, avec les conséquences humaines que l'on connaît, les conséquences des vagues de chaleur, les conséquences des événements de pluie très intenses. On a vu chez nous ce que ça voulait dire. On a aussi des conséquences des changements climatiques qui deviennent visibles facilement. Il suffit d'aller à Chamonix, par exemple, et de voir la mer de glace et de retrouver de vieilles photos de la mer de glace, comme ici, 100 ans avant, prises du même point de vue, du même point dans l'air, et on voit bien à quel point les glaciers reculent. C'est le comportement de la plupart des glaciers dans le monde, et ça participe, c'est un des facteurs qui participe à l'élévation du niveau de l'océan. Je reviendrai à ce point-là quand j'évoquerai un autre facteur qui contribue à l'élévation de l'océan, mais une chose à la fois. Alors, sur l'attribution, parce que c'est quand même important, c'est pas seulement parce que la concentration augmente et que la température augmente dans le même sens qu'on peut en conclure que l'un est la cause de l'autre, bien sûr. Il faut aller voir de plus près, et la manière principale dont les climatologues ont prouvé au fil du temps que l'un était bien la cause de l'autre, eh bien, c'est en comparant. C'est ce qui est fait ici, en comparant la zone bleue et la zone beige, disons, c'est-à-dire les résultats de simulations de simulations climatiques qui tentent de reproduire toutes les deux la courbe noire
qui sont les températures observées au cours des 100 dernières années, mais en faisant ces simulations dans deux modes différents. Les simulations bleues, vous le voyez, c'est en utilisant uniquement, en tenant compte uniquement des facteurs naturels qui forcent le climat. Les simulations beige, c'est en tenant compte non seulement des facteurs naturels, mais aussi des facteurs humains. Et il devient de plus en plus clair au fil du temps, et chaque ligne noire verticale correspond à un nouveau rapport du GIEC, du 1er au 5e, et il faudrait avoir une ligne noire supplémentaire à la droite du cadre correspondant au 6e rapport. On voit qu'au fil du temps, l'écart entre les deux types de simulations est devenu de plus en plus clair, et qu'il est donc devenu de plus en plus impossible d'expliquer le réchauffement depuis 1950 à peu près sans tenir compte des facteurs humains. Ça a permis au GIEC de conclure dans son rapport publié cet été qu'il était sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans, les terres, sous-entendu depuis le milieu du XXe siècle. Et vous voyez au fil du temps l'évolution de ce diagnostic. Une autre manière de voir la concentration, c'est de voir comment elle a évolué au cours des 10 000 dernières années pour le CO2. On voit à quel point elle a été stable pendant 9 800 ans et à quel point elle a explosé depuis la révolution industrielle. C'est le problème auquel nous faisons face. Une question qui est souvent posée, c'est est-ce que la crise Covid n'a pas résolu tous les problèmes? Non, il n'a pas du tout résolu tous les problèmes. Les diminutions d'émissions qui, à l'échelle globale, ne sont finalement que des émissions de 5 à 10% de cet ordre-là. Eh bien, voyez l'effet qu'elles ont eu sur la concentration en CO2. C'est un effet, oui, c'est un effet réel. Il y a une petite baisse de la vitesse d'augmentation de la concentration, mais c'est négligeable. Alors pourquoi est-ce que les effets, pourtant à première vue très importants en termes de ralentissement économique, de confinement conduisant à une baisse des transports, etc., ont eu si peu d'effet sur l'augmentation de la concentration? Mais pour une raison très simple, c'est que nous émettons aujourd'hui à peu près 2 fois plus de CO2 que ce que les systèmes naturels, l'océan, les écosystèmes, les sols ne peuvent absorber. Et que donc, tant qu'on ne redescend pas à des émissions qui sont égales à ce que les écosystèmes et l'océan ne peuvent absorber, et ce jour-là, quand on y arrivera, on sera au fameux net zéro, quand on aura équilibre entre ce qui est émis et ce qui est absorbé, tant qu'on n'y est pas, eh bien, réduire les émissions de quelques pourcents, oui, ça aide un peu à aller dans la bonne direction, mais c'est très loin d'être suffisant. Alors pour le futur, le GIEC utilise principalement les scénarios qui sont ici. Il y en a un de plus qui est utilisé récemment, qui est encore un petit peu plus bas que le bleu foncé. C'est le RCP 1.9. Et ce sont ici les scénarios en termes d'évolution de la concentration en CO2. Quand on fournit ces scénarios au modèle climatique dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on a une évolution de la température qui va de, grosso modo, 1,5 degré au-dessus de la température pré-industrielle à la fin du siècle jusqu'aux alentours de 5 degrés, 4 à 5 degrés, pour le scénario associé à des émissions très élevées. Évidemment, c'est une évolution de la température qui se distribue dans l'espace, avec un réchauffement qui est beaucoup plus net sur les continents et qui est aussi beaucoup plus net quand on s'approche notamment de l'Arctique, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. On a aussi des effets sur la distribution des pluies, la distribution des précipitations. Vous voyez ici, évidemment, ils sont plus nets quand on se déplace vers des réchauffements plus importants. On voit en particulier que le bassin méditerranéen est appelé à continuer à s'assécher, alors qu'au contraire, le nord de l'Europe devrait recevoir de plus en plus de pluie. Nous sommes entre les deux, mais ceci, n'oubliez pas, sont les chiffres annuels, donc on peut encore avoir des différences importantes à l'intérieur d'une année donnée. Évidemment, tous ces changements en température, en précipitation, se traduisent aussi par des changements dans la probabilité des événements extrêmes. Voilà ici pour les températures. Vous avez ici, prenons les événements, prenons la partie de droite, les événements qui se reproduisent une fois tous les 50 ans. Eh bien, représentons ces événements-là par un point et regardons comment le nombre de points évolue, le nombre d'événements de ce genre, d'événements extrêmes
de vagues de chaleur qui ne se produit qu'une fois tous les 50 ans dans le climat du passé. Voyons comment pour un réchauffement de 1 degré, de 1,5, de 2, de 4 degrés, comment ça augmente. Et bien, vous voyez que à 1,5 degré, on a déjà multiplié par 9, à 2 degrés, on a déjà multiplié par 14, et à 4 degrés, on a multiplié par pratiquement 40 la fréquence de ce genre d'événements. De même, pour les pluies, l'effet est un peu moins fort, un peu moins rapide que pour la température, mais il est très net aussi. À une augmentation de la température moyenne est associée une augmentation de la fréquence d'événements de pluie extrêmes et aussi, ce sont les colonnes qui sont en dessous, de l'intensité de ces événements de précipitation. Alors, je vous avais dit que j'allais dire un mot sur un autre facteur qui affecte le niveau des mers, c'est la fonte ou la déstabilisation d'au moins une partie des deux grandes calottes glaciaires, celle du Groenland, celle de l'Antarctique. Ceci, c'est le volume qui fond à peu près en moyenne sur une année tous les jours et demi rien que de la calotte antarctique, donc 1 milliard de mètres cubes d'eau, le volume de Central Park sur la hauteur des plus hauts gratte-ciel. Et vous comprenez bien que rajouter cette quantité d'eau-là à l'océan, forcément, ça contribue à faire monter son niveau. Voilà comment le niveau des mers est appelé à augmenter au cours de ce siècle pour les différents scénarios, avec nouveauté dans le rapport de cet été, cette petite ligne pointillée qui attire l'attention sur le fait qu'il y a une faible probabilité, mais tout de même, c'est un risque, et si ça se passait, les impacts seraient importants, que pour le scénario supérieur, le scénario 8.5, en tout cas celui aux émissions les plus élevées, on est quasiment 2 mètres d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle, et si on va jusqu'en 2300, vous avez la reproduction du schéma que je viens de vous montrer, et on a changé l'échelle pour pouvoir montrer l'évolution de 2 à 7 mètres pour le scénario supérieur, et il y a de nouveau une petite ligne pointillée avec une remarque on ne peut pas exclure en tout cas une élévation supérieure à 15 mètres en 2300 si on reste sur un scénario élevé. Alors, le GIEC a publié bien d'autres rapports que le rapport publié cet été, notamment le rapport spécial sur un réchauffement global de 1,5 degré en 2018, et il a essayé de synthétiser dans le diagramme que je vous montre ici les différences de gravité des impacts et de risques encourus soit par les humains, soit par les écosystèmes pour différents niveaux de température, et de montrer en particulier quelles étaient les différences entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés de réchauffement, puisque c'était une des questions qu'on avait posées au GIEC lors de la COP 21. Alors, ce niveau de risque sont traduits par les couleurs que vous voyez là. On voit bien qu'en particulier pour les 2 premières colonnes, les 2 premières catégories de risque, il y a des changements très significatifs entre 1,5 et 2 degrés. On peut le voir ici aussi dans ces quelques extraits pour quelques systèmes, notamment le pourcentage de la population mondiale, c'est la première ligne affectée par des vagues de chaleur importantes. On pourrait aussi parler des coraux. Pour 1,5 degré, c'est 70 à 90% des coraux qui disparaissent. Pour 2 degrés, c'est pratiquement 99%. Donc, un demi-degré, ça fait une grosse différence. Alors, un élément important du rapport de GIEC en termes du contexte des COP et de la lutte contre les changements climatiques, c'est ce diagramme rappelé, mis à jour dans le rapport de cet été, et c'est un diagramme qui se trouvait déjà dans une forme très proche de ceci dans le rapport précédent, entre les émissions cumulées, c'est l'axe horizontal, de CO2, donc les émissions totales émises par l'humanité depuis la révolution industrielle, et le réchauffement. Et cette relation, elle est quasi linéaire. Alors c'est intéressant parce que ça a pour conséquence que si on ne veut pas dépasser un certain niveau de réchauffement, eh bien on ne peut pas non plus dépasser un certain niveau d'émissions cumulées. C'est tout le concept qu'il y a derrière la notion de budget carbone dont vous avez probablement entendu parler. On arrive, j'ai peut-être un petit peu dépassé parce que ma montre est en panne et donc je ne sais pas où j'en suis par rapport aux 20 minutes. Je crois que j'ai un petit peu dépassé les 20 minutes, mais voilà, j'arrive au COP. Alors, l'accord de Paris. L'accord de Paris,
eh bien, c'est une citation ici, il a notamment pour but en matière de température de tenter de maintenir l'élévation de la température bien en dessous, et c'est important, j'insiste, bien en dessous de 2 degrés, parce que les textes précédents, notamment l'accord de Copenhague en 2009, et pendant longtemps au niveau européen aussi, on a dit l'objectif c'est de rester en dessous de 2 degrés. Non, s'il vous plaît, l'accord de Paris ne dit pas ça. L'accord de Paris dit l'objectif c'est de rester bien en dessous de 2 degrés. Bon, on peut juger, est-ce que ça veut dire 1,7 degré, 1,8 degré, je ne sais pas, mais c'est en tout cas dans ces eaux-là, tout en poursuivant, lisez le texte, tout en poursuivant les efforts pour tenter de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, parce que nous reconnaissons, écrit le texte de l'accord de Paris, que rester en dessous d'1,5 degré de réchauffement permettrait de réduire significativement les risques et les impacts des changements climatiques. Alors il faut savoir un élément de contexte. Donc, ceci, c'est le texte de compromis qui est reflété dans l'accord de Paris. On est donc en 2015 ici. On est avant le rapport spécial du GIEC, publié en 2018, 3 ans plus tard, sur, d'une part, les conséquences différentes, je viens de vous en montrer un extrait, entre 1,5 degré et 2 degrés, et d'autre part, les efforts différents à faire pour rester soit en dessous de 2 degrés, soit bien en dessous de 2 degrés, soit en dessous d'1,5 degré de réchauffement. Donc, à ce moment-là, quand ce texte-là est écrit, le rapport du GIEC n'est pas encore disponible. D'ailleurs, c'est la COP 21 qui, aussi dans sa décision, je pense, c'est dans la décision 1 CP 21, c'est la décision cadre qu'il y a pour toutes les COP et qui fait passer les messages principaux de la COP en question, qu'il y a une invitation officielle de la COP au GIEC à commencer à faire un rapport spécial, qui est le rapport spécial en question. Et donc maintenant, on se trouve en 2021, 3 ans après le rapport spécial du GIEC, 6 ans après l'accord de Paris, mais dans un niveau d'information qui est très différent de celui dans lequel on se trouvait à Paris. Et donc, il n'est pas surprenant que finalement, ça a pris 3 ans, mais finalement, un des éléments frappants, je ne l'ai pas repris dans ma liste de 6 points, j'aurais pu, enfin c'était implicite dans mon premier point qui était la reconnaissance meilleure des conclusions scientifiques jusque-là, il y a une reconnaissance qui est beaucoup plus large de l'importance de viser à rester en dessous d'1,5 degré et pas seulement de viser à rester bien en dessous de 2 degrés. Alors, on sait bien que c'est beaucoup plus difficile, certains disent que c'est pas possible, ça c'est une autre question, mais du point de vue de la gestion des risques et de la gravité des conséquences, je pense que maintenant qu'à 1,1 degré, on voit déjà toutes les conséquences qu'il y a, de plus en plus de pays sont convaincus, notamment parce qu'ils ont vécu des conséquences sur leur propre territoire, que 1,5 degré, après tout, ce serait une bien meilleure idée que bien en dessous de 2 degrés. Donc ça, c'est quand même un élément important. Alors, un autre élément qui est repris dans un autre article de l'accord de Paris, l'article 4.1 qui est copié là, et c'est un texte qui est très difficile à lire, il faut lire 2 fois pour comprendre ce que ça veut dire. En fait, quand on dit à la 3e ligne avant la fin, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by source and removal by sinks, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut atteindre un équilibre entre les émissions et les absorptions, ben, c'est la neutralité carbone, en fait. C'est ça, la neutralité carbone. Alors, quand est-ce que, dit l'accord de Paris, cette neutralité carbone doit être atteinte? In the second half of this century, dans la 2e moitié du siècle. À la 2e moitié, ça veut dire quand? Ben, c'est quelque part entre 2050 et 2100, mais sans plus de précision. Et le rapport du GIEC de 2018 a permis de préciser très largement les choses, puisqu'il a montré, c'est un diagramme qui en sort, que la trajectoire, la forme de la trajectoire des émissions mondiales de CO2 qui permettrait de rester sous la barre d'un réchauffement d'1,5 degré est celle-ci.
Hein, ce n'est pas une trajectoire qui continue à monter sur une exponentielle qui est plus ou moins la trajectoire des 150 dernières années. Hein, en parenthèse, si on fait un fit, hein, on fit une exponentielle, enfin, la meilleure courbe dans les émissions mondiales depuis 1850, la meilleure courbe, c'est une exponentielle et le taux de croissance est 1,65% par an. Hein, donc, une trajectoire comme celle-là, c'est très différent d'une exponentielle. C'est une exponentielle dont on coupe la tête et puis après on l'inverse quasiment pour diminuer et arriver, hein, on parle là des émissions nettes de CO2, hein, aux alentours de 2050 à la fameuse valeur net zéro dont parlait l'accord de Paris, à savoir ne pas émettre plus que ce que les écosystèmes et l'océan ne peuvent absorber. Et si on fait ça, eh bien, on peut, et si c'est fait à l'échelle mondiale, attention, hein, on parle ici des émissions mondiales, on peut alors rester aux alentours de 1,5 degré de réchauffement. Or, on sait que tous les efforts annoncés jusqu'à présent sont très loin d'être suffisants pour nous mettre vraiment sur cette trajectoire-là. Et donc, la COP à Glasgow devait être l'occasion, ou une occasion en tout cas, de relever le niveau d'ambition. Parce que si on regarde la trajectoire sur laquelle on se trouvait avant Paris, c'est la trajectoire en orange. D'une part, si on regarde la trajectoire verte d'autre part, qui correspond à celle que je viens de vous montrer, hein, celle qui correspond au rapport du GIEC, et si on compare à cela les deux petits rectangles, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, les deux petits rectangles qui montrent le résultat des plans nationaux, dans le jargon on les appelle les NDC, on les appelait avant les INDC, mais n'entrons pas dans trop de détails. Si on regarde où nous amenait l'ensemble de ces plans déposés à Paris, eh bien, en 2025, on était ici. En 2030, on était là. C'est un petit peu mieux que sur la courbe orange, mais c'est très loin d'être sur la courbe verte ou même sur la courbe bleue qui correspond à 2,5 degrés. Alors, comment est-ce que, à la COP26, on pouvait espérer avoir des progrès, faire des progrès par rapport à tout cela, alors que quand on regarde les groupes qui sont autour de la table, hein, 197 pays qui sont autour de la table, avec les coalitions qui sont ici, hein, l'Union européenne et ses 27 pays, le groupe dit de l'ombrelle, avec les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, d'autre part, et le grand rectangle vers la droite, le groupe des 77 et de la Chine, les pays en développement, mais qui eux-mêmes sont divisés en toute une série de coalitions et de sous-coalitions qui n'ont pas forcément, et c'est un euphémisme, tous les mêmes intérêts. Vous avez les pays arabes, parmi lesquels il y a un certain nombre de pays producteurs de pétrole. Vous avez les pays émergents, le BASIC, c'est le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine. Vous avez là aussi les petits pays insulaires qui sont très, très inquiets par rapport à l'élévation du niveau des mers. Dans tous les cas où on dépasserait 1,5 degré de réchauffement, et même pour 1,5 degré de réchauffement, ce n'est jamais que postposer leur submersion, hein, pour certains d'entre eux qui sont parfois à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le groupe africain, hein, qui émet très peu de gaz à effet de serre, et on regarde le total des émissions de l'Afrique, c'est quelques pourcents des émissions mondiales, alors que la Chine à elle seule, c'est 25% par exemple, pour donner juste un autre lieu. Donc c'est un groupe qui est très diversifié. Comment imaginer avoir une réunion qui, en 15 jours, va mettre ces 197 pays d'accord sur les 5 buts qui avaient été identifiés par la présidence de la COP, la présidence anglaise de la COP au mois de mai 2021. Le premier, c'est progresser clairement sur la question de la neutralité carbone à l'échelle globale, puisque les plans actuels étaient très, très insuffisants. Le deuxième, c'était progresser sur le plan de l'adaptation. Le troisième, c'était de combler au maximum le fossé en ce qui concerne le financement. Cette promesse de réunir 100 milliards de dollars par an, elle a été faite à Copenhague à partir de 2020. Donc la promesse qui a été faite à Copenhague en 2009, lors de la COP 15, si je ne me trompe, était d'arriver en 2020, c'est-à-dire l'année dernière,
à un financement des pays développés vers les pays en développement à la hauteur de 100 milliards par an. Et on n'y est toujours pas, on est en 2021, et d'après les estimations de l'OCDE, qui sont, selon certains, un petit peu optimistes, c'est 80 milliards. Donc même les estimations de l'OCDE, qui sont un peu le bureau d'études des pays développés en la matière, estiment qu'il manque 20 milliards, c'est qu'il manque au moins 20 milliards. Toute une série d'aspects concernant les possibilités de travailler ensemble, notamment la finalisation des règles de l'accord de Paris, le fameux livre des règles, Paris Rule Book, avec donc un ensemble d'aspects qui devaient être couverts par les négociations à la COP et un ensemble d'aspects qui devaient être couverts dans l'esprit du président de la COP par ce qu'il a appelé des campagnes, comme celles qui ont conduit à ce qu'un certain nombre de pays déclarent qu'ils souhaitaient atteindre un niveau de déboisement nul en 2030, je crois, ou la fin des véhicules thermiques pour d'autres pays. Enfin, il y a toute une série de déclarations qui ont été faites un petit peu en marge de la COP, qui ne font pas partie des conclusions davantage officielles de la COP, mais qui touchent à toute une série de domaines intéressants. Ce sont aussi les déclarations d'un certain nombre de pays de réduire leurs émissions de méthane, par exemple, etc. Donc, il y a une série de choses qui ont été atteintes. Donc, c'est le fossé dont j'ai déjà parlé, la manière dont le fossé a été un petit peu comblé, pardon, il a été un petit peu comblé puisque suite à Glasgow, avant Glasgow on était ici pour les émissions, après Glasgow, sur papier, on est là. Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est encore très loin de là, quoi. Bon, ce sont les détails. En termes de température, et des estimations ont été faites, vous les avez entendues. En résumé, je vous dis que je n'y crois pas. Donc, je pense qu'elles sont très optimistes, ces estimations, parce que elles font, bon, ils le reconnaissent dans une certaine mesure, mais elles font hypothèse que les promesses sont toutes réalisées, que les plans annoncés, y compris neutralité carbone, sont réalisés. Or, bon, tous ces textes sont beaucoup trop longs. Voilà, regardez, ceci c'est très intéressant. 90% des émissions mondiales sont couvertes maintenant, et suite à Glasgow, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites en anticipation de la COP26, par des déclarations de pays qui vont arriver en 2050, en 2060, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde, à la neutralité carbone. C'est joli sur papier. 90% des émissions dans des pays, bon, mais quand les mêmes, Climate Action Tracker, fait l'estimation du sérieux de ces plans, quel est le pourcentage qu'ils mettent, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de leurs critères, 6% des émissions mondiales sont couvertes par des plans de neutralité carbone considérés comme acceptables en termes de cohérence entre la vision et les moyens mis en œuvre. C'est notamment le cas de l'Union européenne, il faut quand même le dire, parce que critique beaucoup l'Union européenne, mais elle est une des rares régions du monde qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire dans bien des domaines, pas dans tous, et pas parfaitement certainement. Ce qui est moyen comme qualité de plan, c'est 17%, et tout le reste, c'est mauvais ou inexistant. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle allait atteindre la neutralité carbone, mais sans donner aucun détail sur la manière d'y arriver, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Bon, alors deuxième point sur l'adaptation, sur les pertes et préjudices, il y a quelques progrès, mais qui ne sont pas extraordinaires, qui sont surtout en termes de déclarations et de dialogue qui devraient permettre des progrès plus tard, mais on est à la limite entre le blabla et l'action. C'est un petit peu plus que du blabla, mais il faut voir dans les faits si c'est effectivement plus. Pour les finances, il y a tout de même une décision qui a été prise. Je vais quand même vous montrer la décision. C'est pas une décision, c'est urges. Donc, demande avec urgence aux pays développés d'au moins doubler
leur financement pour l'adaptation, de manière à arriver à cet équilibre entre financement pour l'adaptation et pour l'atténuation. Bon, c'est mieux que rien, on va voir ce que ça va devenir. Dans le domaine de la finance, justement, ben, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en œuvre pour combler ce fossé dont j'ai parlé entre ce qui est mobilisé et ce qui aurait dû être mobilisé, et surtout ce qui devrait être mobilisé au-delà de 2020, parce qu'on sait bien que 100 milliards de dollars, c'est rien du tout, en fait, par rapport aux besoins, et que donc ces chiffres devraient augmenter par la suite. Disons qu'il y a au moins des mécanismes qui sont mis en place pour discuter de la manière d'augmenter ces montants dans le futur, et d'adopter un nouvel objectif à l'horizon 2025, au-delà de l'objectif de 100 milliards de dollars, en espérant que ce nouvel objectif sera davantage respecté. Alors, en ce qui concerne les règles, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'était tout ce qui avait été adopté à la COP24 à Katowice, les 3 domaines dans lesquels il y avait eu échec des négociations, et pour chacun de ces 3 domaines, les conclusions, la COP de Glasgow a permis de conclure. Il y a toute une série d'autres décisions dans d'autres domaines qui ont été prises, par exemple le Action for Climate Empowerment, c'est un nom un peu mystérieux pour parler en fait de la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention qui touche à l'éducation, par exemple, en matière de changement climatique. Donc parfois derrière ces mots, il y a des choses très concrètes. Donc il y a un plan de travail de 10 ans en matière d'éducation au changement climatique et d'autres aspects dans la même direction, etc., etc. Et puis alors, il y a les campagnes dont j'ai parlé, celles qui concernent la réduction de l'usage du charbon, par exemple, les déclarations sur le déboisement, les déclarations sur l'importance d'accélérer la mise en œuvre des véhicules électriques, des énergies renouvelables, etc. Et je voudrais terminer, peut-être, je vais quand même faire ça, si vous permettez, 2 minutes. On va avoir 2 minutes et je termine, c'est promis. On va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. Vous allez bien m'écouter, mais je vais parce que je vois qu'il y a un passage automatique et je voudrais l'empêcher de faire ça. Voilà. Je vais vous dire 1, 2, donc je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous dire 1, 2, 3, et puis clap. Je vous dis ce que je vais vous dire. Ok ? Et vous allez tous vous préparer. C'est pas moi qui vous applaudir, c'est les délégués de la COP, ou qui vous voulez. Et vous applaudissez tous ensemble au moment précis où je dis clap. Je répète, je vais dire 1, 2, 3, et puis clap, et vous applaudissez tous ensemble au moment précis où je dis clap. D'accord ? 1, 2, 3, clap. Alors ça, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu qui a été, je ne sais pas si je peux revenir en mode présentation. Oui, voilà, c'est ça. C'est un petit jeu qui a été, je ne crois pas que ce soit lui qui l'ait inventé, mais il a été, disons, diffusé par Meadows, qui est le premier auteur du rapport du Club de Rome. Dans un petit livre, je vais absolument enlever ce passage automatique-là. Je vous conseille ce petit jeu, ce livre, le PDF est en ligne gratuitement sur Internet, The System Thinking Playbook for Climate Change. Et ça montre quelle est l'importance de la cohérence entre l'action et le discours, parce que vous l'avez tous fait comme moi. Vous avez été donc inspirés par l'action et pas par les mots. Quand j'ai dit clap, quelques-uns ont entendu, mais la plupart ont fait clap au mauvais moment, à savoir quand j'ai fait clap moi-même. Donc voilà, il faudra voir si tout ce qui a été dit à la COP26 va devenir réalité, parce que l'atmosphère, elle ne connaît que l'action, elle ne connaît que les choses réelles. Voilà, merci pour votre attention.